On va libérer la femme arabe, la femme musulmane du harem où elle est cantonnée par les méchants hommes musulmans qui les maintiennent sous un joug impitoyable, théocratique qui ne dit pas son nom, quoi. Donc là, donc, à partir de Bonaparte, l'orientalisme est vraiment une entreprise donc, culturelle, économique, scientifique et intellectuelle. Là. Les Anglais, pareil, c'est ce qu'ils font quand ils vont en Inde, quand ils vont dans d'autres pays musulmans, quand ils vont aller après en Égypte à partir de la fin du 19e siècle, quand les Français vont aller au Maghreb, ça va toujours être donc en amont préparé avec cette érudition, et la Royal Society of Geography par exemple en Angleterre, et leurs universités, leurs centres de recherche, en France, bah, avec le Collège de France, mais surtout avec l'INALCO. Et ça ne veut pas dire que si vous allez aller à l'INALCO, vous finirez orientaliste. C'est pas ça. Mais je replace l'action de ces instituts dans le contexte des époques où je parle. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Voilà, ça ne veut pas dire que vous pouvez aller faire vos études à l'INALCO. L'INALCO est une maison très prestigieuse. Si vous voulez étudier les langues et les civilisations orientales, vous pouvez très bien y aller, il n'y a pas de problème. Mais donc oui, à partir du 19e siècle et le 20e siècle, c'est l'âge d'or de l'orientalisme. Et aussi, très souvent, ces conquêtes s'accompagnent du pillage de trésors architecturaux et de vestiges de pays Oui, musulmans. ça, il faut bien le préciser. Ouais. Moi, une Ça, chose, je parle encore une fois de mon cas personnel, c'est pas pour faire tout ramener à moi, mais quand je commençais à m'intéresser, j'aimais la lecture depuis tout petit. Voilà, mes parents, enfin, ils m'ont fait aimer la lecture petit, mais des amis à mes parents, des amis de la famille ou autres. Quand je commençais à regarder des atlas à partir de l'adolescence, à chaque fois que je voyais une belle pièce musulmane, un sabre ou une poterie, qu'est-ce que je voyais en bas? Bibliothèque nationale de France, Richelieu. Parce qu'il y a la Bibliothèque nationale de France, le site François Mitterrand qui est dans le 13e, mais la Bibliothèque nationale de France, elle est dans le 2e arrondissement, le site Richelieu, qui est situé rue de Richelieu. J'ai dit, tiens, ce truc-là, il est à la Bibliothèque nationale de France, il n'est pas dans un pays musulman. Bon. Je regarde une autre pièce dans un atlas, je voyais quoi? Ah, il est au British Museum. Ah, ça, il est à la National Gallery. Celui-là, ah tiens, il est au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Et cette autre pièce-là, elle est où? Au Kunsthistorische Museum de Vienne. Ou ce truc-là, ah bah tiens, il est au Metropolitan Art Museum of New York. Bon, au bout d'un moment, je me dis, attendez, est-ce qu'il y a des vestiges, des pièces archéologiques ou culturelles qui sont dans des pays musulmans? Alors, il y a des trucs qui ont été achetés, acquéris progressivement par les marchands européens quand ils revenaient d'Orient, mais il y a beaucoup de trucs qui ont été littéralement, il faut appeler un chat, qui ont été pillés lors de la colonisation, quoi. tout à fait. Vae victis, malheur aux vaincus. Ça, Ouais. malheureusement. La fameuse expédition de Napoléon, on a ramené pas mal de choses. La fameuse Oui, la pierre de la Rosette. pierre de Rosette, mais Après, c'est les Anglais qui l'ont prise, les Français ont gardé une copie, l'obélisque mais de Luxor aussi. alors ça, non, ça c'est sous Louis-Philippe. C'est sous Louis-Philippe, ça, c'est un petit C'est peu Mehmet après. Ouais. Ali ce qu'il a offerte au roi Louis-Philippe. Il y en a qui disent que ça n'a pas été offert, que ça a été. Ouais. On va dire que c'est offert, voilà. Mais Moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'en fait, on l'a prise et qu'ensuite, on a dit, bah non, il nous l'a offert et alors, ils ont signé un papier pour nous dire, oui, oui, en fait, on l'a offert. dirons il ne s'agit pas non plus de Ouais. tout remettre en cause tout le temps. Je n'ai pas de preuves. Moi, bon, elle est offerte par Mehmet Ali, donc qui était vice-roi d'Égypte à ce moment-là. L'Égypte commençait à devenir une puissance un peu indépendante, autonome de l'Empire ottoman. Euh, et Mehmet Ali voulait s'allier à la France, s'est mise à l'école française. Donc oui, pour signe de l'amitié, il a offert un obélisque, donc le fameux obélisque que vous pouvez admirer, toujours place de la Place Concorde. de la Concorde. On attend toujours qu'un jour, c'est pas pour faire, mais voilà, vous voyez, très souvent les Orientaux ils sont très magnanimes, très chaleureux des fois. On attend toujours qu'un pays d'Europe un jour offre une très belle pièce à un pays musulman par exemple. On peut rêver. La Joconde. Voilà. Non, non, voilà. Non, mais genre un truc. Ouais, quand tu penses, n'empêche, tu dis, mais l'obélisque de Concorde a été offert, quoi. C'est un monument incontournable de Paris aujourd'hui. Mhm. Peut-être pas, c'est pas aussi, c'est pas le symbole de Paris comme la Tour Eiffel, par exemple, ou Notre-Dame ou le Sacré-Cœur, mais quand même, c'est un monument. Place de la Concorde, obélisque, tu penses, tout de suite, immédiatement, instantanément. En face de l'Assemblée nationale. Voilà, en face de Certains y l'Assemblée voient le nationale. culte de Bâle, d'ailleurs. Ah, ça, j'en sais rien. Ça, Ah bah, je suis moins familier de cette question, donc je ne me prononcerai pas là-dessus. Mais oui, voilà. Là où Louis XVI avait été guillotiné aussi, il ne faut pas aussi, l'oublier. faut pas Parce l'oublier. qu'initialement, cette place avait été faite, elle devait servir à accueillir une statue équestre de Louis XVI, de Louis XV ou Louis XVI, je ne sais plus. Enfin, ou Louis XV ou Louis XVI. Après, ça ne s'est pas fait. Après, c'était un lieu d'exécution sous la Révolution française, sous la Terreur. Bah, c'est là que Louis XVI a été guillotiné. Et donc, après, ça a accueilli l'obélisque de la Concorde, oui. Donc, au 19e siècle, donc, j'ai dit, l'orientalisme devient vraiment une entreprise scientifique, intellectuelle et culturelle. Et euh, toujours, la France, l'Angleterre, mais surtout la France, garde à l'esprit son rôle de vouloir protéger les chrétiens en Orient,
Qu'est-ce qu'elle fait en 1860? Au moment où il y a des tensions au Liban, où les Maronites sont massacrés par les Druzes qui sont une branche du chiisme musulman. Les Maronites ont toujours été vus, beaucoup de musulmans de la région, pas tous les Maronites, mais souvent on a vu les Maronites comme euh, une porte d'entrée de l'Occident en Orient. Les Maronites ont toujours été protégés par la France. Parce que faut rappeler que le Liban, le Liban, normalement, c'était la Syrie, C'est la historiquement. Syrie, Ça a oui. été arraché par les Français, détaché du reste de la Syrie par les Français. Le président du Liban, il doit être maronite, alors que c'est une toute petite minorité du Liban. La majorité du Liban est musulman, il ne faut pas l'oublier. Hein. C'est 55% musulmans, 45 chrétiens. Mais parmi les musulmans, c'est surtout les chiites en premier, la première minorité donc au Liban. Donc, président doit être maronite, le premier ministre sunnite et le président du Parlement chiite. Ah, merci la France. Enfin, c'est le résultat du mandat français de la Société des Nations. Donc, en 1860, pour protéger les chrétiens d'Orient, il y a une expédition de Napoléon III qui est menée, il y a une intervention militaire française pour protéger les chrétiens d'Orient. Donc là, toujours, ils se sont basés avec des plans, des descriptions des populations que Napoléon Bonaparte avait fait lors de sa campagne d'Égypte. Napoléon III, il s'est servi chez les mémoires de son oncle. Hein. Voilà, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, quoi. Donc, oui, bah, toujours cette continuité tout le long du 19e siècle, donc de vouloir s'ingérer, s'immiscer et commencer et construire donc de plus en plus un Orient fantasmé à une image fausse de l'Orient que se fait l'Occident. Je vais d'ailleurs te lire un extrait du 4e de couverture du livre donc, L'Orientalisme d'Édouard Saïd. Enfin, je vais même tout lire, car vous allez voir le passage là, auquel je fais allusion. D'Eschyle, Eschyle c'est un auteur tragédien grec, d'Eschyle à Kissinger, de Marx à Barès, l'Occident a tenu un discours sur l'Orient. Mais puisque l'Orient, entre guillemets, n'existe pas, d'où vient ce discours et comment expliquer son étonnante stabilité à travers les âges et les idéologies? L'Orient, entre guillemets, est une création de l'Occident, son double, son contraire, l'incarnation de ses craintes et de son sentiment de supériorité tout à la fois, la chair d'un corps dont il ne vous détecte que l'esprit. À étudier l'orientalisme présent en politique et en littérature, dans les récits de voyage et dans la science, on apprend donc peu de choses sur l'Orient et beaucoup sur l'Occident. En fait, quand on voit dans ces descriptions fantasmées, fantasmagoriques de l'Orient, qu'est-ce qu'on apprend toujours plus? Le sentiment de supériorité de l'Occident. Parce que durant le 19e siècle, là, la littérature continue à prendre pied dans l'orientalisme. Victor Hugo, avec son fameux poème sur les djinns. Vous avez Flaubert dans son roman Salammbô, qui se passe en Orient. Alors Flaubert, lui, il pensait pique-pendre des musulmans, du prophète Mohammed, de la Mecque, vraiment. Gérard de Nerval, ses fameux voyages en Orient. Pierre Loti, avec ses voyages en Orient aussi. Et, une de ses héroïnes qui s'appelait Asiadé, qui était une princesse turque, pareil, toujours le sexe, toujours la femme orientale est essentialisée, sensualisée, elle serait capable de mille et une prouesses sexuelles qu'aucune femme occidentale ne serait en mesure de faire, en fait. Donc voilà, tout le long du 19e siècle, ça continue, et ça prépare le terrain aux conquêtes coloniales qui ne cessent de continuer. Mais si beaucoup d'intellectuels ou d'érudits occidentaux sur l'Orient servent l'entreprise orientaliste, il y a des écrivains ou des érudits occidentaux qui ne tombent pas dans ce travers et qui sont capables d'être pertinents et objectifs sur l'Orient. Ouais. Et c'est pour ça, là, je vais parler de ce livre-là, de Gustave Le Bon, La civilisation des Arabes, qui a été écrit en 1884. Et dans ce livre, il ne fait ni un éloge dithyrambique, un panégyrique incroyable des musulmans, mais il n'a aucune haine contre les musulmans. Il a essayé de travailler de la façon la plus sérieuse du monde. Il montre les causes des succès des musulmans dans un premier temps, mais il montre aussi pour quelles raisons ils stagnent, pour quelles raisons ils sont rentrés dans la décadence. Je vais, si tu veux me le permettre, lire un petit passage. Moi, quand je l'avais découvert, ça m'avait fait hurler de rire, mais vraiment. Quand je vais lire ce passage, ça va parler à beaucoup de musulmans qui nous regardent et aussi à beaucoup de gens qui ont déjà voyagé dans des pays musulmans. Il me semble que toi, tu as déjà voyagé dans un pays musulman. Oui, oui. Donc je pense que tu vas comprendre à quoi je fais allusion. Donc là, c'est la partie où il montre les causes des décadences des musulmans. Donc Gustave Le Bon, La civilisation des Arabes, un livre qui date de 1884 et qui est toujours d'actualité. Moi, je trouve à titre personnel un des meilleurs livres que j'ai lus sur l'islam en tant que fait civilisationnel. Donc, dans cet Orient dégénéré, il n'y a plus aujourd'hui qu'une puissance universellement respectée. Son nom, je l'ai déjà entendu retentir partout, des rivages du Maroc au désert de l'Arabie, des plages du Bosphore au sable de l'Éthiopie. À Constantinople, sous la coupole de Sainte-Sophie, à Jérusalem, au sommet de la colline où s'élevait le temple de Salomon, et sous les voûtes sombres du Saint-Sépulcre, en Égypte, depuis les pyramides jusqu'aux ruines solitaires de la Thèbes aux 100 portes. Il n'est pas de recoin où ce nom ne poursuive le voyageur.
priant, suppliant, mourant et renaissant sans cesse, jusqu'à ce qu'il s'évanouisse dans un murmure ironique ou plaintif. Il peut éclater comme une prière ou une menace, mais peut sonner aussi comme une espérance. Il est alors un talisman tout-puissant qui remplace les plus longs discours et avec lequel on est souverain maître en Orient. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il suffit de le répéter d'une certaine façon pour voir les fronts se dérider, les courtisans se prosterner, les femmes prodiguer leur plus charmant sourire. Avec ce mot magique, on obtient aisément ce que la toute-puissance du commandeur des croyants ne pourrait donner, et il n'y a pas longtemps qu'un général européen, ce qui est vrai, n'a eu qu'à le prononcer pour gagner une bataille et devenir le maître de cet empire des pharaons, dont la conquête avait demandé jadis tout le génie de Napoléon. On se dit, alors, moi la première fois que je lisais cet extrait, ligne après ligne, je me dis, mais quelle est cette puissance dont il parle, qui règne en maître en Orient? Cette divinité souveraine, dont la puissance dépasse celle du redoutable Allah et de son prophète Mohammed, et dont le nom est révéré aujourd'hui dans toutes les contrées où la Turquie domine, s'appelle Bakshish. C'est fou. Quiconque est allé, je pense ceux qui nous regardent, ou toi aussi, quiconque est allé en terre d'islam au moins une fois, la corruption, les pots de vin, ça existe chez tous les peuples, dans toutes les cultures. En France, c'est pas la France de donner des leçons en la matière. Hein. Ah, on a adopté le mot vite fait. Voilà, C'est mais un mot arabe, bakshish. Bakshish turc. Turc, Turc. d'accord. Bakshish. Au quotidien, ça c'est vrai, n'importe qui allait dans les pays musulmans, le policier, tu lui donnes un petit billet, il se tait. Enfin voilà, ça c'est une pratique qui est détestable que les États modernes musulmans, à quelques exceptions près, peut-être la Malaisie ou d'autres, la Turquie moderne, ça va, moins qu'avant quand même. Mais ça c'est une pratique qui est détestable, qui est toujours, je crains là, ça de longs jours devant elle. Et ça, tout ça pour vous dire que c'est pas orientaliste ça. La façon dont Gustave Le Bon décrit ça, il exagère un peu. Voilà, Ouais. il brode, voilà, c'est une belle plume, il écrit bien Gustave Le Bon, mais ce qui est vrai. C'est vrai, cette pratique courante est détestable et il dit ça c'est vraiment un défaut terrible des peuples, on va dire en général, pas tous, hein, voilà, bien évidemment, mais c'est une pratique qui reste quand même très largement répandue jusqu'à aujourd'hui en terre d'islam. Donc pourquoi j'ai voulu citer Gustave Le Bon? Pour vous prouver, voilà, ma bonne foi. Moi, je ne cherche pas, je ne me considère pas comme sérieux un historien occidental qui dirait que les musulmans sont géniaux, qui ferait donc, voilà, encore une fois, comme j'ai dit, une apologie sans borne des musulmans. Non, on attend d'un historien qu'il fasse, qui rende compte au mieux des puissances musulmanes, des pays musulmans, qui montrent les causes des succès et les causes des déclins, comme il étudierait n'importe quelle autre sphère civilisationnelle. Et surtout, il a voyagé longuement dans les pays musulmans, et comme d'autres, il parle arabe, mais lui, il n'était pas dans une démarche de conquête. Il n'était pas au service de l'État français pour les conquêtes coloniales. Il s'y est rendu vraiment dans un but purement anthropologique et scientifique, en fait. Bah, c'est quand même déjà, c'est quand même déjà un peu plus honorable. C'était quoi, un scientifique, Gustave Le Bon? Alors, c'est ça, Gustave Le Bon, il avait plusieurs casquettes. Donc, alors, il avait un savoir encyclopédique. Il a écrit des ouvrages en politique, l'histoire, la médecine. L'autre ouvrage qui est fameux, qui est connu de lui, qui s'appelle La psychologie des foules. Oui. D'accord, oui, c'est pour ça que oui, Ça, oui, oui. ça expliquerait beaucoup de choses sur l'hystérie qu'il y a eu après Je suis Charlie. Après, tout Je ça, suis Charlie. ça, vraiment. Alors, vous lisez Edward Burns, Propaganda d'Edward Burns, et vous lisez Psychologie des foules de Gustave Le Bon, vous avez tout compris. Donc, oui, alors on continue. Donc, après le XXe siècle, quand l'Empire ottoman est démembré, les fameux accords Sykes-Picot, qui sont à l'origine de Alors, beaucoup selon de Pierre mots. Hélard, c'est quand même un des objets majeurs quand même de la Première Guerre mondiale qui est Ah, pour moi, c'est le truc. d'anéantir l'Empire ottoman. Pour C'est moi, au-delà des empires centraux, mais là, en fait, les empires ottomans, c'est le prolongement de l'Empire central. Un peu de... Comme c'est plus récent, c'est la Seconde Guerre mondiale qui est surtout plus connue, plus Ouais. étudiée. Mais bon, là, l'une des raisons, quand on dit toujours, tu sais, l'Orient compliqué ou la question d'Orient, non, l'Orient, vous l'avez beaucoup, les Européens l'ont beaucoup compliqué avec les fameux accords Sykes-Picot, donc qui ont été signés entre Mark Sykes, diplomate anglais, et Georges Picot, diplomate français, qui se sont partagés donc l'Empire ottoman. l'Empire ottoman. Et, les frontières artificielles qu'on voit aujourd'hui en Orient. La Avec la Jordanie, création de la Palestine, hein. foyer national juif. Foyer national juif. Alors, la Jordanie, ça n'a aucun sens. C'est comment Churchill disait, il parlait de la Jordanie, Churchill, il disait que c'était un bon parc à bédouins. Parce que, ce qui est vrai d'ailleurs, la Jordanie a toujours été un valet de l'Occident, enfin la monarchie jordanienne. Oui. Quoi. Le Liban, il a été détaché de force, parce que c'est là qu'il y a le plus de chrétiens dans cette partie-là de la Syrie. Avant, historiquement, c'était le Bilad Shem, pays de Cham, pays de Sem. Oui, C'est-à-dire, c'est ça. c'était Syrie, Liban, Palestine, Jordanie. C'était un pays. Ça n'avait pas de sens. C'est qu'aujourd'hui, les Arabes disent Souria pour Syrie. Mais avant, les Arabes disaient Shem, Bilad Shem. Ces frontières sont complètement artificielles. Oui, parce qu'on a créé un royaume jordanien pour faire plaisir aux Britanniques, puisqu'en plus,
En fait, non, parce c'est qu'au début, quoi? quand le shérif Hussein de la Mecque, là, on revoit un autre grand escroc qui était Laurence d'Arabie, qui était un espion britannique, ni plus ni moins, de toute Oui, façon. qui est présenté comme un héros. Un héros amoureux de la. J'en parle lui dans mon livre. Qu'est-ce qu'il a. Il est dans son livre Les 7 piliers de la sagesse, de A à Z, ça suinte l'orientalisme. Lui, il allait pour la sensualité. Là, en plus, bon, c'est accessoire. Il était homosexuel et il avait un amant bédouin là-bas. Il raffolait des bédouins, lui. Hein. Pas Non, pour non. les mêmes raisons. Non, voilà, parce que j'ai aimé le film aussi, voilà, quand j'avais découvert à l'époque le fameux film Laurence d'Arabie avec Peter O'Toole dedans, Anthony Quinn, Omar Sharif Bien sûr. et bien d'autres. Mais donc oui, Laurence d'Arabie il servait les intérêts britanniques. Moi, j'ai mis dans le livre, j'ai conclu qu'on arrête de l'appeler Laurence d'Arabie. On l'appelle Laurence du Pays de Galles, parce qu'il était originaire du Pays de Galles. Ouais. Et la fameuse devise britannique lors de la jarretière, honni soit qui mal y pense, moi pour Laurence d'Arabie, je dis honni soit qui du bien de lui pense. Parce que oui, il a servi les intérêts britanniques. Arrêtez de le faire passer pour un amoureux de la cause arabe ou je ne sais quoi. C'est comme par exemple pour le Maroc, on dit que Lyotet respectait le. C'est pas comme Bugeaud en Algérie, il n'est pas allé de main morte. Non, non, Lyotet, il a conquis, il y allait par la force des armes. On appelait ça la pacification. La pacification, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'une guerre de conquête. Donc ça aussi, ça participe de l'orientalisme. Mais est-ce qu'il a pas voulu conserver quand même les structures marocaines existantes quand même plus qu'ailleurs? Ça a été différent d'Algérie. Parce qu'il y en a plein qui disent que Lyotet c'était un monarchiste, on va dire. En France, oui, en pour la France, France, c'était et monarchiste. justement, il avait voulu conserver la royauté marocaine en disant non, on va pas la détruire parce que Parce que on le va pas Maroc, faire de le la Maroc et la République. Tunisie, c'est pas pareil, parce que c'était des protectorats. Oui. C'est pour ça que c'était différent De de l'Algérie. oui. Mais c'est un conquérant lui aussi. Oui. Il servait les intérêts On va dire la coloniaux de la conquête douce, France. quoi, quand même. Non. Je sais pas, c'est comme la rupture tranquille avec Avec Sarkozy. ou quoi. Non, mais voilà, c'est pareil. Non, non, mais c'est une conquête aussi. Il Ouais. faut arrêter de voir en lui comme. Moi, il faut rire les gens qui disent oui, ils sont amoureux. Bah, si t'es amoureux du pays, c'est pas peine de l'envahir. Hein. Tu peux l'aimer sans l'envahir, le pays. Enfin, non, mais j'exagère, mais là, c'est un peu une réponse du berger à la bergère que je pourrais faire. C'est comme aussi parfois, beaucoup de Maghrébins, ou les beurs, ce que je dis beurs, parfois ils font preuve d'une naïveté, mais parfois. Il y a des rumeurs, des fois sur Internet, qui circulent que, par exemple, Bonaparte se serait converti à l'islam, ou quoi. Ah ouais, bon, ça, Non, à chaque fois, on me la sort le. Qu'est-ce que ça avait été Attel et tout. Il a bousillé l'Égypte, il a ravagé. Bon, c'est la guerre, c'est comme ça. Qu'est-ce que ça avait été s'il n'était pas musulman? Alors, il aurait fait quoi? Il aurait rasé les pyramides. Pareil, comme une fois, il y a une rumeur aussi qui circulait beaucoup, le commandant Cousteau, Oui. comme quoi il serait converti à l'islam. Oui. Il a été obligé de contacter la mosquée de Paris, de leur dire de faire un communiqué pour annoncer officiellement qu'il n'était pas musulman, parce qu'il recevait beaucoup de... Moi, je dois dire par l'internet quelqu'un, une fois, bon, que je peux pas citer, mais j'ai eu un contact avec un de ses proches du commando Cousteau, Ouais. qui a complètement affirmé ça. Mais oui. Qui m'a dit, mais c'est une connerie, qu'il était à son enterrement jusqu'à sa mort. Il a dit, mais jamais été musulman, Ah c'est oui. faux. Alors pourtant, tous les musulmans sont persuadés. C'est quoi cette légende urbaine? Il y a oui. tous les musulmans Alors sont là, pour le coup, je vais vraiment faire mon Ah bah là, tu as- occidental à 2 balles. C'est vraiment le téléphone arabe, là. Ah oui, non, mais il y en a marre, là. C'est bon. D'accord, quand on est musulman, comme quand on est chrétien, je pense aux autres religions, oui, on a envie que d'autres fidèles se convertissent à notre religion. C'est vrai, mais on va pas les forcer. On va pas les forcer. Et oui, je c'est- n'attends pas que ça. Moi, ce que j'aimerais plus, même si on est français, attention, mais pourquoi je me suis intéressé à l'orientalisme, c'est pour m'intéresser à mon pays d'adoption, la France. Quel rapport elle entretenait historiquement avec l'ère culturelle d'où je viens? Le Maghreb. Encore une fois, je ne dis pas de quel pays du Maghreb je suis originaire pour les raisons que je t'avais évoquées lors de ma précédente émission. Voilà. Mais, je vois les Maghrébins, pourquoi ça a besoin à ce point que quelqu'un se convertisse à l'islam? Oh, t'en veux se convertir à l'islam, ça fait plaisir, t'en veux, voilà, izzi halal et tout. Non, mais arrêtez, les gars, c'est pas ça le plus important. Ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait la paix, la prospérité et l'indépendance économique et culturelle dans les pays musulmans. C'est plutôt ça que l'on voudrait. Par exemple, quand je sais pas, Mike Tyson s'est converti à l'islam aussi, pareil. Je me rappelle de tout. Dès qu'une star se convertit, c'est pire parce que ça renforce encore plus la dépendance des musulmans en Occident. Et ben là, on va parler du pays qui nous concerne, donc on va articuler la France. Ça renforce encore plus la dépendance envers ces stars-là qu'ils idolâtrent et qu'ils admirent. Donc, le XXe siècle, donc l'orientalisme, ça a préparé les accords Sykes-Picot, donc la création d'Israël, pas directement, mais il y a des liens, des ramifications. Il faut le dire, c'est le début. Et les orientalismes au XXe siècle, un certain Bernard Lewis, qui est l'auteur du concept du choc des civilisations. C'est pas Samuel Huntington, parce que souvent on parle de Samuel Huntington. Samuel Huntington ne fait que reprendre cette expression d'un article de Bernard Lewis. Bernard Lewis, lui, il a une santé de fer. Il est né en 1916 et il est toujours en vie. Anglais, qui a la nationalité américaine et aussi israélienne.
Parce que c'est un juif anglais. Ce sont les faits, hein, je dis pas. Ah, c'est antisémite, ce sont juste je des veux faits. On y arrive toujours. Je suis sémite, je ne peux pas être antisémite. Voilà, donc c'est tout. Donc oui, voilà, tout ça pour dire que l'orientalisme, jusqu'à aujourd'hui, et c'est les ancêtres de ce qu'on appelle aujourd'hui les islamologues aussi. Tu sais, aujourd'hui, quand j'en Ah parlais oui, à la les télé, islamologues, toujours hein, on voit c'est- des experts dans les médias. En fait, c'est le tout le temps. nouveau orientalisme, les Voilà, islamologues. c'est les derniers avatars de l'orientalisme. Voilà, pourquoi je parle d'aujourd'hui? Parce que toujours, l'orientalisme aussi, il veut forcer les musulmans à avoir la vision de l'islam qu'ont les occidentaux. Donc, quand on parle des musulmans modérés, Ah, les musulmans je vais modérés. parler de quelqu'un, par exemple, bon, j'apprécie pas grandement, hein, par Ouais. exemple, quelqu'un comme Alex Chebel, qui une fois a écrit un truc qui s'appelait Manifeste pour un islam des Lumières. Bah, tu feras tout seul, mon coco. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça, islam des Lumières? Non, ça veut rien dire, ça. C'est un islam maçonnisé. Les Lumières, c'est en Europe, vous les gardez. C'est pas pour les musulmans, ça. Non. Vous avez des gens comme Abdenour Bidar, bon, Ah oui. qui est un héros dans les médias. Oui, oh là là, c'est terrible, le fanatique, il faut vous moderniser, je ne sais quoi. C'est dire à quel point l'aliénation chez eux, Dounia Bouzar par exemple, Abdelwahab Medeb, même si, bon, qui est mort récemment, d'accord, mais pareil, lui, il disait non, non. C'était pour la violence, pour moderniser de force les musulmans, un peu à l'Atatürk, quoi. Parce que l'Atatürk, qui a dirigé donc la Turquie après la chute de l'Empire ottoman, même si ça on peut le mettre à son crédit, il a fait en sorte que la Turquie ne soit pas occupée par les puissances européennes. Mais il a fait en sorte que l'État turc, la Turquie, la société turque soient occupés mentalement par l'Occident. Parce qu'il a... Il faut quand même s'imaginer ce que c'est à l'époque. Quand tu portais le fez, la chechia, la coiffe traditionnelle turque, t'étais passible de la peine de mort. Ouais. On a des photos, il y a des images de mecs pendus avec le chèche. Juste parce qu'il avait porté la chechia. Il fallait porter le chapeau melon occidental. Il a fait forcer, il a adopté de force l'alphabet latin. En un an. Par exemple, là, on devait être en mai-juin, la rentrée des classes prochaines, hop, c'est l'alphabet latin. C'est un choc inouï pour la En plus, population à celui, il l'époque, paraît que son t'imagines? ministre lui a dit faudra 20 ans pour le faire. Oui. Il a dit vous le faites en 6 mois. Voilà, voilà. Donc, c'est quoi cet islam des Lumières? C'est Atatürk. C'est ce qu'on appelle le kémalisme, parce Oui. que Mustafa Kemal Atatürk. C'est pour ça maintenant, beaucoup, il y en a qui parlent de la Qui KP. était d'origine juive, semble-t-il, il faut le préciser. Parce que Ça, je sais pas. Ça... bah, il venait d'une grande famille, apparemment, de les Thessalonique. Domnais, la secte des Domnais, oui, mais j'ai même pas besoin de voir ça. Le fait est qu'il a fait ça. Il n'y a même pas besoin d'être d'origine juive ou je sais pas Non, quoi je non plus. précise, Voilà. bah, Oui, non, mais je sais, précise, mais mais- parce que j'ai entendu ça aussi, moi aussi, Ouais. mais tant que j'ai pas des preuves, voilà, on va pas. Non, non, je veux des preuves, voilà, c'est tout, c'est tout ce que je demande. Mais le fait est qu'il a bousillé l'héritage culturel et spirituel turc. Par exemple, il forçait la prière en turc. Normalement, les musulmans prient en arabe, normalement. C'est la langue de la Il prière. semble qu'il a changé de jour aussi, il est passé au dimanche aussi. Le Bah, jour le calendrier, il a fait le calendrier occidental. Ah ouais, je t'ai dit, même s'il il a empêché que la Turquie soit occupée militairement, elle était occupée dans les esprits, par son truchement. Et aujourd'hui, d'ailleurs, la Turquie, c'est quand même cité en exemple l'État laïque par Ah excellence. bah de force, hein, l'armée. Pourquoi à chaque fois qu'un parti dit islamiste arrive au pouvoir, coup d'état de l'armée? Tu sais combien il y a de coups d'état dans l'histoire turque après la mort d'Atatürk? C'est marqué dans la Constitution, ils sont garants de la Ils- laïcité, c'est Ils ça ont fait en 80, ils avaient fait un coup d'état, mais effroyable. Toujours. Alors, l'Occident, ouais, les musulmans, c'est des barbares, il n'y a pas de vote chez eux. Ok. Mais quand ils votent islamiste. Ouais, bah, ils votent toujours pour des islamistes. Ah, bah, il faut savoir, vous n'avez pas à juger notre vote. Bah, on peut faire le lien, par exemple, avec ce qui se passe en Grèce en ce moment. T'as vu les commentaires sur le vote grec, Syriza? Peu importe ce qu'on pense de ce parti, mais la condescendance des Européens vers la Grèce. Ouais, c'est Oui, mais pourquoi ils votent pour eux? Mais on vous en pose des questions, vous un peu comme ce qui s'est passé, genre, malheureusement, dans la bande de Gaza. L'ONU fait, on fait des élections, tout le monde valide en disant ça s'est bien passé, etc. Les gens votent pour le Hamas et ils sont pas contents. En 91, en Algérie, le Front islamique du salut, il ne s'agit pas d'aimer ou pas aimer ce parti. Le fait est qu'ils ont gagné les élections. D'un point de vue légal, ils ont gagné les élections. Point. C'est pas la peine. L'armée annule, coup d'État. L'Égypte, là, avec Sisi, coup d'État. Tu sais que là, tous les vendredis, il y a des manifs en Égypte, il y a des morts là. C'est pas parce qu'on n'en parle pas à la télé que ça n'a pas lieu. Jusqu'à maintenant, il y a des manifs en Égypte tous les vendredis, lors de la grande prière. Donc voilà, quand les musulmans ne votent pas, c'est des barbares, et quand ils votent pas pour les bons partis. C'est QFD, ce qu'il fallait démocratiser. Parce qu'après, on envoie l'armée pour les bombarder, ou des interventions militaires, ou alors on cautionne les répressions, l'Occident cautionne les répressions des régimes en place. Donc voilà, toujours, ça participe. L'orientalisme a une influence jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que justement cette vision de l'orientalisme moderne, c'est l'héritage, on va dire, de cette vision américaine?
d'un islam qui est presque aussi dangereux qu'à l'époque de Soliman le Magnifique, qui cherche qui voudrait déstabiliser l'Occident, peut-être même bien l'anéantir, on ne sait pas c'est quoi. Cette vision-là, elle est héritée aussi des orientalistes, cette vision américaine qu'ils essayent Bah, de rendre au monde un peu. c'est ce que, en partie, oui. En partie, L'orientalisme, il y a un héritage et une logique. c'est un mouvement Ouais, ouais, très long, ouais, l'orientalisme. oui. Oui, bah, jusqu'à maintenant, bah, toujours cette volonté de moderniser l'islam, le rendre plus malléable, plus en adéquation avec l'esprit moderne, notamment sur le plan de démocratie d'opinion et de marché, on va dire. Voilà. Donc toujours, il faut que l'islam, parce que malgré ses imperfections, malgré l'imperfection et la faiblesse des pays musulmans, tant bien que mal, ils résistent encore, ils sont encore un peu imperméable à l'esprit moderne. Même si, faut pas vous leurrer, et les pays musulmans sont grandement gagnés par la gangrène moderniste, hein, Oui. avec le consumérisme, et Même en Iran, on le sait, les beaucoup d'autres jeunes, choses. ils sont. Parce que non plus, faut pas, c'est ça aussi un des problèmes certaines élites musulmanes, c'est pas en forçant les gens, par exemple, moi le voile, ceux qui veulent porter le portent, et ça sert à rien de forcer à porter, parce que c'est le meilleur moyen de faire pas aimer l'islam chez les gens, quoi. Parce que de là, tu rends plus le voile obligatoire en Iran, t'as je ne sais combien de femmes qui l'enlèveront, hein. Alors, je vais essayer de prendre quelques questions Ouais, quand vas-y. même du Bien public, sûr, bien sûr. des métanotes qui sont connectés. Pourquoi Mustafa Kemal a-t-il changé le nom de la ville Constantinople par Istanbul? Parce que c'était le nom turc. Il l'a appelé Istanbul, c'est le nom turc, c'est la déformation turque de De Constantinople. Constantinople, en C'est tout, fait, c'est c'est pour tout ça. ça. Mais il y a des puristes grecs qui, jusqu'à très longtemps, refusaient de dire Istanbul, disaient Constantinople. Par exemple, un sociologue français d'origine grecque qui est mort, je ne sais plus en quelle année, dans les années 90, qui s'appelait Cornelius Castoriadis, qui était professeur à l'école des hautes études en sciences sociales, qui était d'origine grecque. Et lui, si tu disais Istanbul devant lui, il t'avais droit à une paire de claques, hein, quasiment. Lui, il disait Constantinople, toujours. Constantinople, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pendant que les doctrinaires se chamaillent, les banquiers de la BIS et leurs maîtres sans patrie ni matrie se frottent les mains. Oui, ça c'est clair et net. Je voulais aussi, Ouais. parce que j'ai vu une question dans Métanote, ça me fait penser, je voulais citer aussi un passage de La crise du monde moderne de René Guénon. Alors non pas que j'idéalise ou que mais René Guénon, ça fait du bien de lire René Guénon, notamment, regardez, je vais vous faire lire un passage, que je dise pas de bêtises. En fait, toujours, l'Occident vraiment associe les élites occidentales, les médias occidentaux. Encore une fois, c'est pas les peuples. Je n'essentialise pas non plus. À mon tour, je ne fais pas d'occidentalisme. Faut pas tomber dans le piège inverse, quoi. Voilà. Tant que je ne dise pas de bêtises, juste que je retrouve. Parce que toujours, l'Occident s'étonne parfois des réactions de l'Orient. On les agresse et ils se laissent pas faire. En gros, c'est ça, quoi, limite, quoi. Donc, attends, que je ne dise pas de bêtises. Donc, c'est dans La crise du monde moderne. Donc, il y a un livre de René Guénon qui date de 1926. Excusez-moi juste un petit instant. Ah, voilà, c'est page 180. Voilà, c'est là. Donc, la crise du monde moderne, René Guénon. Il est vrai que quand certaines passions s'en mêlent, les mêmes choses peuvent, suivant les circonstances, se trouver appréciées de façon fort diverse, voire même toutes contraires. Ainsi, quand la résistance à une invasion étrangère est le fait d'un peuple occidental, elle s'appelle patriotisme, et est digne de tous les éloges. Quand elle est le fait d'un peuple oriental, elle s'appelle fanatisme ou xénophobie. Parce que oui, quand les Orientaux résistent, quand il y avait des résistances qui se faisaient sentir à la pénétration occidentale, c'est des barbares, des fanatiques, c'est surnaturel, ils ont des pouvoirs magiques, c'était la sorcellerie, c'est mystérieux limite. Et là, René Guénon continue. D'ailleurs, n'est-ce pas au nom du droit, de la liberté, de la justice et de la civilisation que les Européens prétendent imposer partout leur domination et interdire à tout homme de vivre et de penser autrement qu'eux-mêmes ne vivent et ne pensent? On conviendra que le moralisme est vraiment une chose admirable, à moins qu'on ne préfère conclure tout simplement comme nous-mêmes que, sauf des exceptions d'autant plus honorables qu'elles sont plus rares, il n'y a plus guère en Occident que deux sortes de gens assez peu intéressantes l'une et l'autre. Les naïfs qui se laissent prendre à ces grands mots et qui croient leur mission civilisatrice, inconscients qu'ils sont de la barbarie matérialiste dans laquelle ils sont plongés, et les habiles qui exploitent cet état d'esprit pour la satisfaction de leurs instincts de violence et de cupidité. En tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que les Orientaux ne menacent personne et ne songent guère à envahir l'Occident d'une façon ou d'une autre. Ils ont pour le moment bien assez à faire de se défendre contre l'oppression européenne qui risque de les atteindre jusque dans leur esprit. Et il est au moins curieux de voir les agresseurs se poser en victimes. Par exemple, on peut faire le lien avec ce qui se passe avec l'affaire Charlie Hebdo, avec la tragédie qu'il y a eu. Encore une fois, il ne s'agit pas de, bien évidemment, qu'on condamne ce qui s'est passé, mais
moi, je sais pas pour toi, moi je suis pas Charlie. Ah, Voilà. moi non plus. Moi j'aime pas Charlie Ah Hebdo. non, moi je suis Je fais- Méta TV. Moi. Je l'ai dit. Moi je suis Anis Al-Faïda, c'est déjà beaucoup. J'essaie d'être moi-même, quoi. Voilà. Donc, pour ceux, moi, une fois, j'ai eu cette discussion avec un collègue, il me disait, ouais, mais quand même, Charlie Hebdo, moi j'ai cité une phrase de Georges Wolinski, bon, un de ceux qui est mort dans la tragédie, bon, d'accord, hélas. Mais c'est pas mon mode de vie, moi, ces gens-là, c'est pas possible. C'est ce qu'il disait à sa femme. C'est une citation qu'on trouve beaucoup sur Internet, que beaucoup de gens, même sur Facebook, reprenaient. Georges Wolinski disait à sa femme, oh, quand je serai mort, tu brûleras mes cendres et tu me jetteras aux toilettes, comme ça je verrai tes fesses tous les jours. C'est quoi le projet? Moi, je sais Un pas. certain humour. Non, non, mais c'est même pas ça. Non, mais Il avait un sens. et quand il y avait ces caricatures, moi, ce qui me surprend, c'est les musulmans. Oh, bah dis donc, les musulmans, pourquoi ils font des manifestations? Pourquoi ils réagissent mal? Oh, bah ils ont pas d'humour. Mais attendez, vous allez pas demander aux gens de réagir comme vous le voulez non plus. Tu vois, ça participe, ça plonge ses racines lointaines dans l'orientalisme. Toujours musulmans, oh bah déridez-vous, c'est bon, lâchez-vous les Arabes, vous savez que votre prophète, là, non mais oh, c'est bon. Non mais limite, c'est ça quoi. C'est ça que l'Occident a toujours cette vision de l'Orient. Par contre, petite aussi bémol, un petit défaut que j'ai, là je vais faire une petite pique aux musulmans, enfin aux pays musulmans dans le monde. Nous les musulmans, on est champions du monde, on est français, hein, mais alors on est champions du monde pour brûler les drapeaux de la France, des États-Unis, d'Israël. Que- que- Ça fait je ne sais combien de temps que je vois à la télé des foules musulmanes en colère hystérique qui brûlent. Non, bien sûr qu'il faut avoir des réactions contre ça et on peut me montrer, manifester, il n'y a pas de problème. Mais ça sert à quoi de brûler des drapeaux des autres pays? Je veux dire, qu'est-ce que ça vous. C'est une Ça gagne quoi? provocation, quoi. Non, non, c'est pas ça, mais est-ce que ça sort du marasme économique? Est-ce que Ah oui, ça bah. améliore l'autonomie culturelle et économique vis-à-vis de l'Occident? Non. C'est comme quelqu'un, excuse-moi de la comparaison que je vais prendre, c'est comme quelqu'un qui passerait son temps à se masturber et qui ne connaîtrait jamais l'amour d'une femme. Entre se masturber et se marier avec une femme, avoir un projet de vie avec elle, qu'est-ce qu'on préfère? Bah, la deuxième option. Et bah, entre passer son temps à brûler des drapeaux, manifester, d'accord, mais brûler des drapeaux tout le temps, oui, voilà, et après, quoi. Voilà. Je sais que cette fois, j'ai eu une discussion avec des amis musulmans, ils n'étaient pas trop d'accord avec moi, mais moi, je dis oui, les musulmans, on est champions du monde pour brûler des drapeaux, pour immoler des drapeaux. Mais indépendance énergétique, économique, culturelle, vis-à-vis de l'Occident, Mais est-ce que ça, tu peux attendre. Hein. est-ce que justement cette confrontation entre le monde occidental et le monde oriental, puisqu'on va l'appeler comme ça, d'ailleurs, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il existe un monde occidental aussi, finalement? De la même façon est-ce qu'il existe un monde Il oriental? faut refuser l'essentialisation, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Oui. Parce que quand on parle d'Occident, est-ce que Effectivement. la Russie, ils sont chrétiens, Ouais. ils sont blancs, il y a des blonds chez eux, des bruns. Voilà. Est-ce que on les place dans l'Occident? Voilà. Est-ce qu'on peut les classer Est-ce dans que, l'Occident? je sais pas, les Slovaques, on les place dans l'Occident? Ils ont jamais cherché à envahir Istanbul, pourtant. Enfin, non, mais, tu vois, Je suis d'accord. Et pourtant, ils sont blancs, chrétiens, etc. Refus de l'essentialisation d'un côté, refuse de l'essentialisation de l'autre. Mm. Re- on- J'ai jamais dit, que ce soit dans ton émission que je fais, ou dans d'autres que j'ai pu faire, ou même dans ce que j'ai pu écrire, ou dans mes articles que j'ai écrits sur mon blog, j'ai toujours évité à essentialiser, à dire les peuples occidentaux, ou dire les Français Ouais, bien sont sûr. comme ceci. Est-ce que quelque part, justement, cet Occident Ouais. et la notion Occident, puisque il me semble d'ailleurs c'est plus une notion anglo-saxonne, hein, cette base d'Occident, d'appeler ça l'Occident, est-ce que c'est pas justement aussi un peu en réaction à l'orientalisme, dire ah bah nous aussi on est l'Occident contre un autre bloc? Faudrait, Parce que- ouais, faudrait, remonter, je sais, ça, je sais pas, j'ai pas de réponse. Mais petite anecdote, parce qu'il faut s'intéresser un peu à l'étymologie. L'Orient, comprend l'étymologie, l'Orient, c'est là où le soleil, entre guillemets, Oui, se lève. se Et lève. l'Occident, oxyre, soleil. mourir, c'est là où le soleil meurt. Ouais. Lorsqu'on parle, pour se repérer, qu'est-ce qu'on dit? On parle d'orientation. Oui. Voilà, et c'est l'Occident qui va dire à l'Orient ce qu'il est. Bon, c'est rigolo. Mais voilà, tout ça pour dire... Ah bah tu vas pas te faire des amis. On me dit, imagine un Français qui brûle un drapeau algérien. ça c'est vrai. Là, vous avez pour vous dire... On va parler de Bah c'est déjà l'immigration. arrivé pendant il y en a un qui avait fait ça sur internet, et puis bon, il a eu beaucoup de problèmes. Oui, bon, bah, c'est stupide ça aussi, c'est Oui, pas... bah oui, c'est vrai. Comme dans la précédente émission, j'avais critiqué ceux qui paradaient tout le temps avec des drapeaux algériens pour un oui ou pour un non. Bon, je suis pas pour ça, mais ça sert à quoi de drapeau là, drapeau algérien, ça aussi. Mais donc oui, par exemple, au Maghreb, il y a l'immigration, maintenant ils connaissent des problèmes d'immigration, d'Afrique noire, et par exemple, il y a beaucoup de Chinois en d'Asie, Algérie. oui. Ah, il y a ce qu'on appelle des Chinoisades. Des C'est-à-dire, il y a Chinoisades, des ouais. altercations J'en ai entendu entre parler. commerçants chinois et algériens.
C'est rigolo parce que le Maghreb en général a beaucoup émigré, se plaignait de racisme parfois des Européens. Bah eux aussi, Bien ils sûr. se sentent, ils disent ouais, mais Comme c'est quoi, tous ces étrangers. finalement, C'est universel tout ça c'est en fait. universel. Mais bien sûr, Peu bien importe sûr. le peuple, en fait, un autre peuple qui vient avec une autre culture, une autre langue et qui vient s'installer dans une autre terre, ça pose un problème. Quand c'est massif Quand c'est massif. et quand l'autre communauté qui arrive vit En retrait. quasiment en coupe réglée et coupée du reste de la population locale. Parce que ce que tu dis là en Algérie, j'ai entendu les mêmes choses au Nigeria, au Cameroun et dans d'autres pays d'Afrique noire où les Oui. gens se manifestent contre la présence de l'immigration chinoise. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Et pour ces raisons-là, hein, parce qu'ils pensent les Chinois vivent à part, les Chinois ne veulent pas s'intégrer. par Ce qui exemple, serait moi, extraordinaire, d'ailleurs, ouais. on va les avoir, mais les Chinois ne veulent pas s'intégrer. Vous voyez, là, là, c'est les mêmes discours qu'on entend ici à leur rencontre, c'est quand même Oui, extraordinaire. c'est vrai que c'est fou. Mais qui aurait cru, qui Oui, aurait ça- cru voir ça un jour il y a quoi, il y a même pas 10 ans quoi, tu Ouais, vois. ça, c'est le côté blague de la mondialisation. Quoi. C'est le côté blague. Bah voilà, comme quoi. On me dit quand le Sénégal a gagné face à l'Algérie ce soir ou quoi, c'est pas le bordel dans ma rue. Oui, c'est vrai que. il y a la Coupe d'Afrique en les ce moment, coupes, ouais. Voilà, il y a les débordements Non, intempestifs. il n'y a pas de eu supporters de débordement. Non, là, ça va, ça s'est C'est calmé. l'hiver, il fait froid. Ils étaient plus chauds pendant la Coupe du Monde. Oui. C'est en juin-juillet la Coupe du Monde, donc là c'est plus facile, c'est le climat est plus propice à la manifestation de joie, on va dire, un peu excessif. Parce que moi je trouve ça complètement stupide, ce délire autour du sport. René Guénon il en parle lui d'ailleurs dès ce moment-là, Julius Evola aussi en parlait, et Ouais. beaucoup en parlent. Vous pouvez lire ces auteurs au moins pour ces questions-là, hein, montrer la place que le sport a pris. T'ouvres le journal, c'est sport directement, quoi. C'est complètement de la folie, quoi. Donc je vais revenir à l'orientalisme. Oui, oui. Je sais pas si tu t'avais une autre question encore ou... Non, vas-y, je regarde, mais vas-y. Moi, souvent, il y a un des reproches, un des griefs que je fais. Moi, plus je grandissais, surtout quand mon parcours de ma scolarité, plus parfois mon agacement, très vite, des fois, je voyais dans les médias que les médias montaient sur l'islam. Je voyais mes parents, ce qu'ils me disaient, ne crois pas à ce qu'ils disent de nous, 9 fois sur 10, c'est des conneries. Mais plus je grandissais, moi et d'autres amis musulmans, plus notre agacement envers la majorité des musulmans et des maghrébins particulièrement, parce que nous on est d'origine maghrébine, plus notre agacement à leur égard était plus grand. Parce que, comme tout le monde, on s'amusait. Moi, je m'amusais, j'ai grandi avec le Club Dorothée, les minicums, j'ai grandi avec la société de consommation aussi, avec l'American Way of Life, hein, comme la plupart d'entre nous. Mais petit à petit, mon goût pour la lecture augmentait, et pour d'autres choses. Et moi, des fois, ça m'arrivait, quand je faisais des cours d'arabe en privé, mes parents me faisaient faire des cours d'arabe, mais avec d'autres amis musulmans, des fois, quand j'essayais certains de les intéresser à certaines lectures ou à l'histoire de nos ancêtres, je dis, regarde l'Espagne, qu'est-ce que les Arabes ont fait en Espagne, ou à d'autres trucs. Ils en avaient rien à foutre, ils étaient à des années-lumière. Ils pensaient qu'à écouter du rap et aller au grec, quoi. J'exagère un peu, mais voilà. Moi, je me rappelle, ça c'est un épisode qui m'avait marqué. Là, encore une fois, je vais reprendre une anecdote personnelle. Je faisais du foot en club à l'époque. C'était l'hiver 99, enfin février 99, hein, ça remonte à loin là, déjà un peu. On rentrait du match de foot, il pleuvait, on était dans les bouchons, on rentrait du match, et moi j'étais avec mon lit, j'étais avec les aventures de Simbad le marin. Pour ceux qui connaissent un peu cette histoire, c'est donc un monument de la littérature arabe. Et à côté de moi, j'essaie un petit peu de les intéresser. À l'époque, il y avait 1, 2, 3 soleils, tu sais, Rachida Fodel, Abdelkader, Abou Walhala Aliya, bon, voilà. Et d'autres, ils écoutaient Laisse-moi Zoom Zoom Zem, dans ta Benz Benz Benz. Je pouvais pas rivaliser avec eux. À l'époque, des adolescents, entre 1, 2, 3 soleils, Rachida Fodel, des Dewa, je sais pas quoi, ou Laisse-moi Zoom Zoom Zem d'un côté, et les aventures de Simbad le marin de l'autre, qui aura le plus de succès à ton avis? Voilà, donc... Pareil pour, par exemple, l'Institut du monde arabe. On sait ce que c'est l'Institut du monde arabe. Un coup, c'est Dominique Baudis qui dirige, un coup, c'est Jack Lang. Voilà, c'est pas des gens qui connaissent la culture arabe. Normalement, c'est eux qui devraient C'est diriger. le président du groupe Euro-Israël, en plus, Dominique Baudis. Qui est mort maintenant. Oui, enfin, qui est mort, mais qui était. Ouais, qui était. Ah, c'est vrai, ouais. Bah, bon. Je dis ça comme ça, un président de l'Institut du monde arabe, mais bon, c'est comme ça. Mais bon, C'est vrai, mais bon. Mais voilà, par exemple, l'Institut du monde arabe, ok. Ce qui est à la tête. Voilà, Jack Lang, bon, on n'en parle pas. Mais rien n'empêche d'aller voir des expos là-bas. Et moi, ce que je constatais, beaucoup d'amis maghrébins, ils ne savaient même pas où c'était l'Institut du monde arabe. Par contre, que le Burger King l'ouvre Gare Saint-Lazare, ça, y a pas de tout le monde y va, problème. ça, y a pas de problème. Bon, voilà, j'ai mangé McDo quand j'étais petit, moi aussi, toi aussi, mais plus on grandit, plus on sait de s'intéresser à autre chose, quoi, voilà. Il n'y a pas que le KFC Halal de la porte de Clignancourt non plus dans la vie. Voilà. Donc, parce que me disait, oui, mais quand certains, j'arrive à les intéresser, ils me disent, mais c'est dégueulasse, on nous a pas appris ça à l'école. Alors déjà, d'une, on est en France, on apprend d'abord l'histoire de France en France. C'est normal, c'est logique. Et puis, faut pas mentir.
on apprenait quand même l'histoire de la civilisation musulmane, on faisait l'Égypte des pharaons à l'école. Moi, on nous a appris ça quand même, faut pas Bien sûr. exagérer. Et là, en plus, là, on bousille complètement l'enseignement de l'histoire à l'école. On apprend l'Empire Songhai du Mali, la Chine des Oui. Qing. Non, il faut partir d'abord de soi pour aller vers les autres. La Chine des Qing, ou la dynastie Ming, ou l'Empire Songhai du Mali, ou la civilisation aztèque, c'est passionnant. Moi, c'est super des expositions là-dessus, mais une fois arrivé à un certain âge, d'abord, bah, on apprend la Gaule, Vercingétorix, Clovis, Jeanne d'Arc et tout. Capet et Bah tout, bah, oui. c'est normal parce qu'on fait l'histoire de France. Donc déjà d'une, et on nous dit oui, mais on nous apprend pas ça à l'école. Bah non, parce que déjà d'une, on est en France, on fait l'histoire de France, et de deux, eh ben, on peut pas tout apprendre à l'école. En plus. On peut pas tout apprendre à l'école. Là, les livres là, que je vous citais au cours de notre émission, si je ne m'abuse, aucun, j'en ai découvert aucun à l'école, ou durant ma scolarité, ou durant mon parcours, ou que ce soit à l'université ou autre. Tous, c'est des amis qui me les ont fait découvrir, des amis qui étaient plus âgés que moi, ou d'autres que j'ai découvert par moi-même.